Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Rendez-vous sur le site Une blonde en Norvège pour plus d'infos. Nous retrouvons Laurent Perronnet pour la suite de cet entretien sur les Vikings. Bonne écoute! C'est vrai que c'est fou à quel point c'est évident, hein, mais à quel point la géographie d'un pays va influencer la culture, la création, l'évolution du pays. Pour tout, encore aujourd'hui en Norvège, ne serait-ce que par rapport à la langue et au dialecte, etc. Tout est lié à la géographie du pays. Absolument. Et donc, cette géographie qui est pas tout à fait la même entre Danois, Suédois et Norvégiens, elle fait qu'on n'a pas non plus tout à fait le même type de population. On a donc beaucoup plus de pêcheurs, beaucoup plus de marins côté norvégien, un peu moins du côté danois, parce que c'est plus l'agriculture qui est développée. Et puis chez les Norvégiens, comme je disais tout à l'heure, les surfaces agricoles sont beaucoup plus faibles. Du côté suédois, l'accès à la mer, c'est principalement le golfe de Botnie et une mer presque intérieure. Donc pas une grosse ouverture, il n'y a pas d'ouverture vers l'Atlantique par exemple. Par contre, c'est un pays, le Suède-Finlande, qui regorge de bois. Donc on va avoir un peuple de forestiers, beaucoup. Et donc, parmi tous ces gens, qui donc vivent essentiellement de l'exploitation agricole, de la sylviculture, de l'élevage, on va avoir une élite économico-politique qui se lance dans des expéditions de commerce, pour certains dans des expéditions de survie parce qu'ils sont en exil. Et donc là, on a deux grandes routes essentiellement, qui sont la route de l'Ouest et la route de l'Est. Encore une fois, c'est la géographie qui décide. Les Norvégiens, enfin ceux qui deviendront les Norvégiens et les Danois, vont vers l'Ouest, c'est-à-dire en fait l'océan Atlantique et les îles et les territoires qu'il occupe, qu'on a mentionné tout à l'heure. De l'autre côté, du côté de ceux qui deviendront les Suédois, on les appelle pas les Vikings, on les appelle les Vareg. Mais c'est exactement la même chose. Alors, il faut que je précise, quand je dis c'est la même chose, je parle de personnes, donc c'est pas des choses. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que les Scandinaves, qu'ils soient danois, suédois, norvégiens, sont les mêmes? Parce qu'à cette époque, c'est des gens qui parlent la même langue, c'est des gens qui ont la même religion, et c'est des gens qui ont le même mode de vie. C'est ça, c'est une unité à l'époque. Exactement. Les Varegs vont, eux, pour eux, c'est pareil, si vous avez votre carte devant vous, vous allez voir que c'est compliqué quand on est en Suède, pour aller rejoindre l'Atlantique, soit il faut traverser toutes les montagnes, ce qui est complètement inimaginable, soit il faut faire le tour par le sud de la Scandinavie, donc sud-Suède, détroit de Skagerrak, puis ensuite passer du côté suédois, norvégien. Bon, c'est long, c'est compliqué. Ils ont bien meilleur compte, ils s'en rendent compte très vite, à passer par la mer Baltique et ensuite par les fleuves, Volga, Neva, justement le Dniepr et tout ça, d'aller explorer les régions de l'Est. Et en fait, on va se rendre compte que à l'Est, il y a aussi des routes commerciales extrêmement riches, même peut-être plus riches encore que ce que pouvait offrir l'Occident chrétien. C'est des routes maritimes qui mènent jusqu'à la mer Noire, qui mènent jusqu'à Constantinople. Et là, on a accès à toutes les richesses de l'Orient. Les soieries, les épices. Et il y a un échange économico-culturel qui se fait entre les Scandinaves et les empires du monde arabe, qui va donner naissance petit à petit à ce qui deviendra la Russie. Et un truc, moi je trouve magnifique, c'est que chacun se représente la Russie classique. La Russie classique, donc avec ses grands manteaux de soie et de fourrure, tu vois un peu comment c'est, ces coupoles d'église en bulles, etc. En fait, si tu décortiques ça, c'est un exemple, c'est un parfait mélange de la culture scandinave, les fourrures, et de la culture orientale, les soieries. Et la Russie
qui se crée au confluent de ces deux cultures, parce que le territoire qui va devenir la Russie, à la base, c'est des petits villages, des petits villages de pêcheurs, pour beaucoup le long des fleuves et des rivières, de petits agriculteurs, de petits éleveurs. Il n'y a pas du tout à l'époque, on est au Xe siècle, hein. Il n'y a pas de pouvoir centralisé. Ils sont constamment victimes de tribus de nomades qui les attaquent, les Petchénègues par exemple, qui les attaquent, qui les pillent, qui prennent des gens en otage. C'est des gens qui sont très vulnérables, c'est des gens qui se font la guerre entre eux. Donc la Russie, on est très 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 loin de tout ça. Et puis aux deux extrémités, on a Byzance, Constantinople, où là on a des pouvoirs qui sont très centralisés, très forts, et de l'autre, le monde des Varegs, de ces seigneuries scandinaves, qui eux sont pas en nombre très important, mais qui de par leur codex de loi et leur organisation, sont hyper structurés. Et donc c'est comme ça que va se créer la Russie. Tu vois, les Scandinaves, en fait, hein, concrètement, ça se passe comment? Les Scandinaves font leur commerce sur ces fleuves, ils font exactement comme les autres qu'on a décrits tout à l'heure en Europe. Ils installent des comptoirs de commerce, et puis en fait, ça les fait chier parce que ils sont constamment attaqués. Enfin, les villages avec qui ils commercent sont attaqués, sont incapables de se défendre. Donc là, ils se louent comme mercenaires pour pouvoir empêcher ces attaques. Donc ça leur fait une rentrée financière, et en même temps, ça permet que les choses soient apaisées et que le commerce puisse se faire. Donc ils ont encore une nouvelle rentrée supplémentaire. Et puis, du coup, ils s'installent. Et petit à petit, en fait, ils vont devenir tellement gourmands que les communautés sur place vont les chasser. Et puis dès qu'ils les ont chassés, qu'est-ce qui se passe? Les nomades reviennent les attaquer, donc on les rappelle. Et là, ils reviennent, mais ils demandent non plus de l'argent comme des mercenaires, mais en échange de leur protection, le pouvoir politique. Ils vont créer de cette façon-là la ville de Kiev. Donc la ville de Kiev, elle est créée par des Scandinaves, des Suédois Varegs. On va appeler ce pouvoir, ce premier pouvoir un peu centralisé à Kiev, on va l'appeler la Rus et Rues de Kiev. Et c'est de ce mot, la Rus de Kiev, que va découler plus tard le mot Russie. Et le premier maître, le premier tsar de la future Russie, c'est un Vareg qui se nomme Rurik. Et Rurik et ses frères et les héritiers vont commencer à se battre pour le pouvoir. L'un d'entre eux va faire sécession, va quitter Kiev et créer une deuxième ville sur laquelle il compte pour asseoir son pouvoir. Cette ville, ce sera la nouvelle ville, et nouvelle ville, ça se dit nouvelle Gorod ville, Novgorod. Donc Kiev, Novgorod, c'est les deux villes qui ont donné naissance à la Russie, et c'est par les Varegs, donc les Scandinaves, que ça s'est fait. Et ces mêmes Varegs, une fois qu'ils ont installé leur pouvoir sur ces régions-là, le commerce, ils le font avec Byzance. Évidemment, ils essayent d'attaquer Byzance, et puis il y a une bataille navale qui se solde par un énorme échec, ils y reviendront plus, donc ils vont pas aller plus loin, et pendant très longtemps, on va avoir des échanges économiques importants entre ces deux régions. Donc la route de l'Est, une route passionnante, super intéressante et extrêmement riche aussi, au moins autant que celle des Vikings à l'Ouest. À l'Ouest, ouais. Voilà, mais encore une fois, donc concernant une petite partie des populations, sachant qu'il faut bien garder à l'esprit que l'essentiel des populations scandinaves vivaient sur place, ne se déplaçaient pas. Le vaste monde, ça se limitait à la vallée dans laquelle on vivait, et bien souvent on n'allait pas au-delà. Faut pas oublier aussi que c'est des conditions de vie qui sont très rudes. Le climat n'est pas tendre en Norvège. Pareil chez les voisins suédois, un tout petit peu plus chez les Danois, mais c'est des conditions de vie qui sont passées particulièrement rudes. Là aussi, ça casse aussi. Il faut aussi un petit peu remettre dans la réalité un autre mythe qui est celui du fier viking, qui est un peu un surhomme. Donc ça, c'est beaucoup Hitler qui a joué là-dessus. Hitler, il a piqué à tous les râteliers. Lui, il était copain avec la sœur de Nietzsche, qui était une folle dingue, et avec qui son frère avait eu beaucoup de problèmes. Une femme qui n'a jamais compris les textes de son frère, par contre qui s'en est fait l'héritière testamentaire. Et elle était copine avec
avec Hitler, et donc les notions de surhomme que Nietzsche développe et qui n'ont vraiment rien à voir avec le nazisme, ont été surexploitées par Hitler, et dans cette imagerie du surhomme, je pense à cette phrase de Nietzsche qui dit l'homme est quelque chose qui doit être surmonté. En gros, c'est une aspiration à la transcendance, donc c'est quelque chose qui est très beau. C'est pas du tout ce qu'on a fait le nazisme, mais par contre, c'est une phrase qui sera utilisée par le nazisme. Et dans l'image donc du surhomme, Hitler a énormément joué avec les Scandinaves. On a une affiche de propagande très intéressante au musée de Narvik, où on voit la Norvège, une carte de la Norvège, et de chaque côté une colonne de soldats, d'un côté une colonne de vikings et de l'autre une colonne de nazis. Et il y avait vraiment chez Hitler la volonté d'associer le mythe du guerrier viking ultra puissant à ce germain indestructible qui devait régner durant 1000 ans. Et c'était à ce point que, ça on ne le sait pas toujours, mais Hitler avait prévu, comme tout chef de guerre, un point de retrait en cas d'échec militaire, en cas de revers militaire. Et l'endroit au monde où devait se refaire l'armée allemande et le Reich en cas de défaite, c'était la Norvège. Et il y avait tout un projet qui s'appelait Forteresse Norvège autour de ça. Et c'est pour ça qu'il a toujours cherché à amener les Norvégiens vers le nazisme plutôt que leur imposer. Alors ça n'a pas marché, les Norvégiens se sont vraiment dressés contre le nazisme du début à la fin de la guerre. C'est encore un autre sujet. Mais voilà, je voulais faire le lien avec cette idée du surhomme. Pareil, un petit peu plus tôt, on a eu l'imagerie en Normandie aussi, toujours avec ces journaux dont on a parlé tout à l'heure, ces illustrés qui dessinaient des dracars, qui dessinaient les Vikings avec leurs armures, leurs côtes de mailles. Alors tout ça, c'est des conneries, ça n'a jamais existé. Les Vikings n'avaient pas de côtes de mailles. Ils s'habillaient pas comme ça, c'est trop lourd, ça fonctionne pas avec leur mode de déplacement, leur mode de vie. Mais par contre, on en a créé une image, et puis l'image, elle a aussi été un des autres éléments qu'a créé cette image du Viking indestructible. C'est un peu les opéras de Wagner. Wagner, dans la tétralogie, il met en scène la mythologie germanique qui est la mythologie scandinave. C'est la même. La source de la mythologie germanique, c'est la mythologie scandinave. La mythologie germanique, elle est à la mythologie scandinave ce que la mythologie romaine est à la mythologie grecque. C'est-à-dire la même transposée, c'est exactement la même chose. Ce qu'il a fait, Wagner, c'est qu'il a mis en scène les dieux. Et l'image qui en est restée, les dieux scandinaves, l'image des Scandinaves, elle est à l'image des dieux scandinaves. Donc, c'est des personnages avec ces grandes ailes sur les casques et qui n'ont jamais existé. C'était des conventions théâtrales. D'ailleurs, c'est vachement marrant cette histoire parce que il y a un mythe bien ancré, et y compris chez les Scandinaves, mais eux, ils sont conscients du truc, donc ils le font pour se marrer. C'est les cornes sur les casques. Les fameux casques à cornes. Ouais. Donc, on se représente toujours le viking avec un casque et des cornes. Avec les casques, ouais. Voilà. Alors, casque, il y avait, mais cornes, il n'y avait pas. Le bon sens même nous indique le contraire. Imagine-toi. Donc, tu débarques sur un littoral de ton bateau et tu vas aller attaquer un village. T'as ton épée, t'as ton casque, t'as ton bouclier, et t'as sur la tête cette espèce d'énorme truc, donc qui peut pas tenir en place forcément, ou alors il faut que t'aies une manière incroyable qui te le tienne. Puis il faut surtout pas que tu heurtes la moindre branche. Donc c'est vraiment un truc pas pratique du tout. Alors pourquoi on a inventé un truc comme ça ? Pourquoi elles sont arrivées sur les casques alors ces cornes ? C'est encore le journalisme qui a amené ça, comme le drakkar, en fait, et c'est venu des opéras de Wagner. Donc Wagner, qui était donc à son époque, qui était protégé par Louis II de Bavière, qui avait d'énormes moyens de production, c'était des spectacles incroyables. Hein. C'est ce qui se faisait de mieux à l'époque. Donc quand Wagner montait un spectacle, toute l'Europe avait les yeux tournés vers ce spectacle. Et donc on envoyait des journalistes, des reporters et des chroniqueurs. Sauf qu'à l'époque, la photo n'existe pas. Donc, pour témoigner, on témoigne par écrit, on témoigne par croquis. Donc, les gars font des croquis, et parmi le monde des dieux scandinaves, pour des conventions scéniques, Wagner souhaite qu'on puisse identifier parmi les personnages qui se déplacent sur la scène ceux qui sont des dieux de ceux qui ne le sont pas. Donc, il invente cette convention scénique qui est de mettre des ailes
au casque de ceux qui représentent des dieux. Les dieux. Les ailes évoquant l'oiseau la capacité de voler, les dieux qui vivent dans un espace multidimensionnel qui inclut le ciel. Donc voilà, il estime que c'est un très bon outil d'identification. Et dans les croquis qui sont faits, on reproduit ces ailes sur les casques, et à un moment donné, les dessins vont être un peu moins précis, et l'un copiant le dessin de l'autre, parce qu'il y en a un qui était au spectacle, mais son document, il est repris par d'autres. C'est exactement comme maintenant, voilà, il y a des gens qui vont faire un reportage, puis derrière, il y a d'autres organismes de presse qui vont reprendre l'information. Ben, l'information, de main en main, va se transformer, et c'est le téléphone arabe du dessin, quoi. C'est ça, exactement. Le téléphone arabe du dessin, ton expression est parfaite. Et ben en fait, l'aile va devenir une corne. D'accord. Parce que c'est un peu la forme, hein, tu vois. Ouais, et puis ce truc, ça va marcher. Tac, ça va faire, comme on dirait aujourd'hui, une sorte de punchline. Ouais. Et on va garder ça. Puis le casque à corne va s'installer. D'accord, donc ça vient de Wagner. Ça vient de Wagner. Donc on a le casque à corne qui s'installe, on a les cottes de mailles qui s'installent, qui elles sont héritées d'un autre Moyen-Âge. Et puis l'idée de ce surhomme. Donc tu disais tout à l'heure que les Vikings ne portaient pas de cotte de mailles. Il y a Christian qui demande quel était leur costume traditionnel, comment ils s'habillaient, et est-ce que ce qu'on voit dans les films ou dans les séries, c'est vrai? Est-ce qu'ils s'habillaient comme ça? Alors ça dépend quel film et série, mais tu peux éliminer tout ce qui est armure, casque à corne, on l'a évoqué. Ouais. Le vêtement des anciens Scandinaves, hein, alors c'est pareil, là je fais juste une très courte digression, c'est plus cohérent d'appeler ces gens les anciens Scandinaves que les Vikings, parce qu'on a vu ensemble que Vikinger, ça veut dire celui qui va de baie en baie avec son bateau. Donc Ouais. une très faible part de la population de ces territoires. Donc les anciens Scandinaves, dont les Vikings font partie, s'habillaient avec de la laine de mouton, essentiellement. Il y avait énormément de moutons. Encore aujourd'hui, il y a plus, je crois qu'en Norvège, il y a plus de moutons que d'humains. Et c'est possible, je ne connais pas les chiffres, mais c'est fort possible. Il me semble que j'avais eu des chiffres, il y a quelque chose là, oui, où il y a plus de moutons que d'humains. Il y a un truc en tout cas. Voilà, la laine de mouton, c'était vraiment la base du vêtement. Évidemment, les fourrures, mais vous imaginez que c'est plus difficile de se procurer une fourrure que de se procurer une peau de mouton, parce qu'il faut aller la chercher, il faut tuer l'animal, il faut tout ça. Donc on en a plein, il y a plein d'animaux. Mais disons que voilà, c'est un petit peu hiérarchiquement plus important. Et puis le cuir, toujours le cuir qu'on tire de ces animaux. Donc ça, c'est les trois éléments qu'on va retrouver dans la vêture des anciens Scandinaves, qu'on appelle les Vikings. Donc la laine de mouton, les fourrures et le cuir. Donc, quand vous voyez ça dans des séries ou dans des films, c'est OK. Si jamais on vous met un casque à corne ou une cotte de maille, ben, c'est plus OK. C'est pas bon. C'est une extrapolation. C'est pas ça. Ils utilisaient aussi des boucliers, des épées. Est-ce que c'était des épées classiques? Ça, c'est une question de Christian. Alors, Christian, il est historien et archéologue, donc il est passionné par le sujet. Globalement, il y a une constante dans les épées vikings, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une norme absolue, évidemment. Encore une fois, chacun était libre de faire ce qu'il voulait, mais il y a un modèle qu'on retrouve beaucoup. Donc, c'est une lame d'une longueur moyenne de 80 cm, traversée par une gorge large, peu profonde, pour que le sang s'écoule, hein, pour dire les choses pour être pratique. Voilà. Une poignée d'une longueur d'à peu près 10 cm, avec une garde de section carrée qui fait entre 18 et 20 cm. Parmi ces épées, elles n'étaient pas toutes faites dans les mêmes métaux. Il y en avait qui étaient produites en Orient. Et elles ont été fabriquées entre 800 et 1000 dans un acier de très très bonne qualité. Et donc elles étaient réputées, ces épées-là, qui étaient faites à partir d'un creuset d'acier. Mais encore une fois, ce n'est pas toutes les épées, mais ces épées produites en creuset d'acier en Orient avaient un métal particulièrement solide, renommé comme tel. Qu'est-ce qu'ils utilisaient d'autres comme outils et équipements en général? Des boucliers Alors bien sûr, le bouclier rond, et puis après, des outils comme les arcs. Voilà, les arcs, les astes, donc le javelot, et la hache. C'était l'essentiel de leurs outils. Pour revenir
aux conditions de vie, les conditions de vie en Scandinavie sont très dures. L'hygiène est assez faible, le froid est très présent, le climat donc, le relief pour ce qui est de la Norvège est très risqué. Il y a aussi une faune sauvage très importante et donc des prédations. La santé est pas bonne. Les gens, la médecine, elle existe à peine, quoi. Dans les dernières fouilles vikings, justement, c'était une de mes questions. On aurait retrouvé pas mal d'accessoires de toilette. Alors c'est vrai qu'on entendait des choses très différentes sur l'hygiène des vikings, mais alors ils étaient plutôt propres ou plutôt sales? Je dirais que les gens en haut de l'échelle sociale pouvaient se permettre une certaine hygiène. Après, plus tu descends, moins l'hygiène est bonne, et globalement, c'est une hygiène totalement catastrophique, Ouais. y compris pour ce qui est des seigneurs. Tu vois, l'hygiène au Moyen-Âge en France, tu peux avoir une bonne idée avec ça déjà. Il n'y a pas de médecine, on se lave, il y a cette blague connue, hein, il dit moi, que je sois sale ou propre, une fois par an, je prends un bain. Oui, donc voilà, on vit dans un état de crasse assez permanent. Permanent, ouais. Voilà, un peu moins chez les gens riches, parce qu'ils ont un peu plus de loisirs d'avoir une meilleure hygiène, mais encore, hein, ça reste assez faible. Ouais. Il y a énormément de maladies, on n'a pas de médicaments, évidemment, on n'a pas encore moins de vaccins, les infections sont très vite dramatiques, on peut devenir fou d'une rage de dents. Donc du coup, la vie est différente. On est adulte dans les pays scandinaves, puis c'est un peu comme ça aussi dans pas mal d'autres endroits de l'Europe, mais particulièrement en Scandinavie où le climat est très rude, on est adulte à 12 ans. Ouais. On a des témoignages de jeunes gamins de 12 ans qui dirigent un équipage de bateau, qui sont capitaines d'un bateau. On était adulte à 12 ans. À l'inverse, à 40 ans, on était un vieillard. On était en fin de vie, ouais. On était en fin de vie, absolument. En passant au milieu, par tout ce que tu peux imaginer, de maladies, d'amputations, Ouais. de toutes ces choses-là, quoi. Voilà, c'était des gens qui vivaient aussi, c'est un truc important à dire, il y a aussi des périodes de famine. Parce que c'est des petites communautés, oui, mais on a vu qu'il y a, en Norvège, il y a 3% de terres cultivables. Quand tu as des hivers particulièrement froids, derrière, il y a des conséquences. Donc, il y avait des famines assez importantes. Le mythe de ce surhomme du guerrier scandinave, d'abord, c'est pas un guerrier, on vient de le voir longuement tous ensemble, hein, c'est un commerçant c'est l'historien Régis Boyer qui avait une image comme ça pour le résumer qui était très parlante. Il a dans une main une épée et dans l'autre une balance à peser. Voilà. Et puis en fonction de la situation, c'est l'opportunisme qui décide, il utilise l'un ou l'autre. Et c'est vraiment ça. Donc, et c'est pas du tout un surhomme très 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 fort qui résiste à tout. Non, non. Par rapport à leur déplacement, j'avais reçu aussi une autre question de Christian qui demandait jusqu'où sont-ils allés au plus loin. Tu avais parlé tout à l'heure du continent américain. C'est ça le plus loin? C'est ça. C'est ça le plus loin. Donc c'est tout à fait au nord du continent américain. C'est un endroit qu'on appelle l'Anse aux Meadows. Et donc là, ils ont posé une sorte de petit comptoir, comme ça, qui n'a pas duré très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on a eu cette information par les sagas islandaises. Parce qu'en fait, il n'y a pas énormément d'outils, de traces de l'époque viking. On dispose de certains textes, mais c'est des textes qui sont tous tendancieux. Donc, soit c'est des textes de voyageurs arabes, qui eux ont une tendance à
monstruosiser, on va dire, le Scandinave, à le rendre pire qu'il n'est. Encore pire, ouais. Voilà, soit c'est des textes scandinaves qu'on doit à l'Islandais Snorri Sturluson, celui qui a écrit les sagas islandaises, qui donc, à la recherche de l'histoire de ses ancêtres, a écrit, a raconté l'histoire des Vikings, mais alors lui, avec le regard inverse, c'est-à-dire un regard qui tendait plutôt à les magnifier. Donc, faire la part du réel dans tout ça, ça n'est pas très facile pour les historiens. Et ben, notamment, quand on lit la saga d'Éric le Rouge, si on la suit, on se dit, ben, ils ont découvert l'Amérique. Et ça paraît quand même incroyable. Et en fait, c'est vrai. Alors, ce qui est marrant, c'est que les Américains, parce qu'il y a beaucoup, au 19e siècle, il y a eu une très forte émigration scandinave aux États-Unis. Et donc, forcément, ces Scandinaves immigrés aux États-Unis, ils aimeraient bien que les États-Unis, ou en tout cas le continent américain, puisse être attaché à quelque chose de nordique. Ce serait très, très chouette pour eux. Donc, il y a eu tout un tas d'histoires farfelues. Bon, c'est pas le lieu de les raconter, mais c'est des trucs marrants où des gens ont essayé de démontrer de manière plus ou moins absurde que finalement les premiers Américains étaient des Scandinaves. Qu'est-ce qu'il y a eu de farfelu de raconter ? Il y a un type qui explique, il montre à tout le monde qu'il a trouvé une pierre runique dans son jardin, quoi. Et alors, le truc incroyable, ça c'est la preuve que les Vikings sont venus ici. Et puis les historiens ont des doutes sur cette pierre, ils l'analysent et en fait ils découvrent que la pierre est pas du tout d'époque. Et en fouillant un peu, le mec qui l'a trouvé s'était fait passer pour un paysan illettré. Et en réalité, le gars, il a une bibliothèque chez lui, c'est un passionné. Et il a carrément construit, réalisé ce faux. C'est lui qui l'a fait, en fait. Voilà, ouais, sans aucune vergogne, quoi. Vraiment, le gars. Et donc voilà, des choses comme ça. Et il y a je sais plus quel endroit, des gens qui ont tenu pendant je sais plus combien de temps l'idée que les Vikings étaient venus chez eux parce qu'ils avaient trouvé une tour médiévale qui prouvait qu'ils étaient venus là, jusqu'à ce qu'un historien un peu digne de ce nom se penche dessus et se rende compte que c'était beaucoup, beaucoup plus récent. Voilà, des tas de machins comme ça. Et puis quand même, il y a cette histoire de Lançomidose, où là, on a vraiment la certitude historique validée que les Scandinaves, les Vikings, sont bien allés dans cette région du nord du continent américain. Donc bien avant Christophe Colomb, quoi. Ah oui, bien avant, puisque c'est à peu près en l'an 1000 que ça s'est passé. D'après ce qu'on sait aujourd'hui, on pense qu'ils ont mis pied à terre autour de l'an 1000, 1001, quelque chose comme ça. Et en fait, l'histoire est intéressante parce que c'est parti de Norvège, cette histoire-là. Et alors un autre mythe qu'on peut faire tomber sur la culture scandinave, c'est que la peine de mort n'existait pas chez les Nordiques, chez les Vikings. C'est-à-dire que qui tuent d'autres qu'eux, ça leur posait pas de problème. Mais entre eux, ils se tuaient pas. Ils se tuaient pas. Non. Et c'était des peuples de survie, on l'a dit tout à l'heure, ils étaient très peu nombreux, donc c'était pas tellement une bonne idée de réduire encore le nombre. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi une représentation du monde et du concept de justice en termes politiques. Les Scandinaves anciens raisonnaient pas en termes de bien et de mal. Ils raisonnaient en termes d'utile et inutile. Et donc, un crime a été commis. Un crime, ça casse l'organisation des choses. Je disais tout à l'heure que c'était des gens qui étaient assez procéduriers. Ils avaient des codes de loi pour tout. Et la loi servait à ce que tout le monde fonctionne sur des règles communes et finalement que la société puisse avoir des rouages bien huilés. Et si tu mettais un bâton dans ce rouage en commettant un délit ou un crime, en fait, voilà, tu enrayais la machine et ce qui comptait, c'était de la remettre en état, la machine. Donc, on n'allait pas te faire payer une espèce de prix moral en te punissant, on allait te donner une sanction qui était un recouvrement, quelque chose qui aidait à recouvrir l'état normal de fonctionnement.
Donc ça fonctionnait énormément par amende, mais y compris, tu vois, sur des blessures, quelqu'un qui en a blessé un autre, en fait, on va calculer l'amende qu'il va payer en fonction de la profondeur, de la largeur, de l'entaille. Ça allait vraiment, c'était très procédurier, quoi. Et, euh, et donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas de peine de mort. Et la peine maximale qu'on puisse endurer, c'est l'exil. Quand tu as tué quelqu'un, en général, tu es condamné à exil. Et donc, c'est dans un cadre de procès de ce type-là que Éric le Rouge, alors il est appelé Éric le Rouge pas à cause du sang versé, mais à cause des cheveux. Il était roux. Il était roux. Il est condamné donc pour le meurtre d'un voisin. Harald a la belle chevelure, donc il essaye d'instaurer son pouvoir en Norvège, en Norvège du Sud, et, euh, et donc ceux qui ne peuvent pas l'affronter, mais qui ne veulent pas s'inféoder à lui, choisissent l'exil. Et parmi tous ces exilés, un certain nombre vont se retrouver en Islande. Et justement, parce qu'ils ne veulent plus d'un pouvoir qui oblige à des combats de ce genre, ils vont créer en Islande, ces seigneurs-là exilés, vont créer la première république du monde. Et parmi ces exilés, il y a ce fameux Éric le Rouge. Et Éric le Rouge, donc, tue un de ses voisins. À tort ou à raison, peu importe, il l'a tué, il a commis un meurtre. Et donc, il est condamné à l'exil. Il est condamné à l'exil pendant 3 ans. Donc il s'en va, il ne peut pas revenir en Norvège puisqu'il a déjà été viré de là-bas. Ouais. Norvège qui se trouve à son est, pardon. Il va donc partir à l'ouest, et à l'ouest, en fait pas très loin, 500 kilomètres à l'ouest de l'Islande, il y a les côtes, la côte est du Groenland. Et il va s'installer là. Il est condamné à un exil de 3 ans, c'est un exil momentané. Donc il y reste 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, il revient. Et là, il retue quelqu'un. Donc cette fois, l'exil est définitif. Et comme l'exil est définitif, il va faire ce qu'on appellerait aujourd'hui du lobbying pour essayer de convaincre un maximum de ses voisins de venir avec lui. Et il va décrire le Groenland comme un pays de cocagne. Alors c'est marrant parce que le nom même Greenland, c'est la terre verte. C'est la Greenland, terre verte, ouais. voilà. Ouais. Et il l'a décrit comme une terre où l'herbe est tellement grasse que les vaches, on traite des vaches du beurre directement. Ouais, c'est des extrapolations de ce genre qui restent. Et il arrive à convaincre une trentaine de familles, ce qui est quand même beaucoup, de venir avec lui. Et ces gens-là vont tous partir vers le Groenland et s'installer et créer une colonie au Groenland. Alors ils vont s'installer côte ouest du Groenland. Ce qui est intéressant, c'est que sur cet ensemble de navires qu'ils rejoignent, il y en a un qui est dérouté. Il part un tout petit peu en retard des autres et il est pris dans une tempête et il se perd. Et quand il se perd, à un moment donné dans sa dérive, il aperçoit des côtes avec des forêts, etc. Il ne sait pas trop où il est. Ce qu'il sait par contre, c'est qu'il a complètement dérivé. Donc il revient. Parce que son objectif, c'est de rejoindre Éric le Rouge. Il rejoint Éric le Rouge au Groenland, et puis il raconte son histoire. Et son histoire, il la raconte à toutes les veillées. Et il raconte l'histoire de sa dérive, notamment dans la famille d'Éric le Rouge, où il y a le gamin d'Éric le Rouge, qui à l'époque a 11 ans, qui s'appelle Leifur Eriksson. Eriksson, c'est fils d'Éric, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de ces noms, Son ou Sen chez les Scandinaves, qui veut dire fils d'eux. Donc Leifur Eriksson, et là, il a 11 ans et il écoute ce récit qui le fascine complètement. Cette aventure où ce gars part à l'inconnu, découvre une terre dans la brume, et puis il s'y arrête pas, il revient. Et voilà, cette histoire-là, elle va travailler le mental de ce gamin, qui est quand même le fils d'un des principaux seigneurs du coin, donc qui a beaucoup de moyens. Et 10 ans plus tard, donc quand il a 21 ans, il va voir le Bjarni en question, il lui rachète son bateau, il lui demande de lui réexpliquer comment ça s'est passé, et il repart dans la même direction. Et là, il va aborder une île, enfin une terre, qu'il appellera Vinland, la terre de la vigne, et ils vont installer là 3 maisons.
Ils vont y rester, semble-t-il, 2 hivers. Et puis après, les historiens nous disent qu'ils ne s'implantent pas et ils repartent. Alors on s'est beaucoup demandé pourquoi ils étaient repartis. Mais avant de venir sur ça, je veux faire juste un point géographique qui montre que cet énorme voyage, en fait, pourquoi je racontais tout ça? Pour montrer qu'il s'est fait par étapes. Ouais. D'abord de la Norvège à l'Islande, 5-6 jours de navigation, c'est pas beaucoup. Puis de l'Islande au Groenland, c'est à peu près pareil. Puis du Groenland à Terre-Neuve, parce que c'est dans cette région-là que les Vikings ont accosté. Bah ça, tu vois, à chaque fois, c'est par étapes, et donc ça permet de faire des voyages qui sont pas des voyages insensés, quoi. Et donc, on s'est beaucoup demandé pourquoi les Vikings sont pas restés là-bas. Et la réponse qui est venue, c'est qu'en fait, ils n'ont pas trouvé en face, tu vois, on en a parlé tout à l'heure, mais leur mode d'intégration, c'était qu'ils arrivaient sur une terre, ils s'habituaient aux coutumes, ils prenaient la langue des gens, leurs croyances, leurs vêtements, leur nourriture, et puis en 2-3 générations, tu n'avais plus trace de Vikings, on l'a vu avec Rollon et Guillaume le Conquérant. Voilà, en quelques générations, ils se diluaient dans le tissu social local et ils s'installaient. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné là-bas, à Terre-Neuve? Et donc l'explication des historiens, ça a été de dire, en fait, les Indiens n'étaient pas intéressés par le commerce qu'on leur proposait et les ont chassés. Et on est resté pendant des années sur cette idée-là. Sur cette histoire-là. Voilà, sur cette idée. Et c'est assez récemment, je dirais il y a une dizaine d'années maxi, qu'une jeune archéologue danoise s'est dit, mais c'est pas possible ça. Ça colle pas avec le schéma mental de ces Scandinaves. Pourquoi partout ils essaimeraient et pourquoi là ils l'ont pas fait? Donc elle s'est demandé sur quoi tenait cette théorie. Et en fait, cette théorie, elle ne tient sur aucun élément solide. Elle tient juste sur des présomptions. On n'a pas tellement de traces qui sont allées, on n'a pas tellement de traces que leurs campements sont plus grands. Il n'y a pas de villes qui ont été créées, donc ils sont partis. Et elle s'est dit, mais on n'est pas dans un cas de figure de monde sédentaire, parce que c'est un peu ça la différence. Tant que les Vikings vont dans des mondes sédentaires, ils ont affaire à des villes, ils s'intègrent dans des villes, dans des populations, etc., qui sont comme les leurs. Mais là, le monde indien, c'est un monde de nomades ou de semi-nomades. C'est des petits groupes qui vivent dans des tentes. Il n'y a pas de ville, ça n'existe pas. Donc elle s'est dit, mais partant de là, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas de traces. Est-ce que ces gens, ça lui semblait totalement impossible qu'ils n'aient pas continué à expérimenter, surtout qu'en plus, ils étaient à l'embouchure du Saint-Laurent. Donc avec leurs bateaux, avec leurs techniques, on l'a évoqué tout à l'heure en début d'émission, il y avait largement de quoi faire. Et donc elle a réussi à convaincre les instances financières de lui donner des moyens pour faire ses recherches, et elle a trouvé, je crois que c'est très récent, ça fait 5-6 ans maximum, elle a trouvé, grâce à de l'imagerie satellitaire, c'est comme une espèce de radio du sol, justement, plus loin que le campement habituel, 100-150 km, sur les affluents fluviaux, elle a trouvé ce qu'on est à peu près sûr aujourd'hui être un deuxième camp scandinave. Donc, en fait, ils ne sont pas partis. Ils sont venus là, ils se sont déplacés. Et il y a un autre élément, et là, les historiens ont encore du boulot, c'est que beaucoup plus tard, quand on va commencer au XIXe siècle à réellement coloniser ces régions de l'Amérique, parmi les explorateurs, il y aura des chroniqueurs qui sont là, qui prennent des notes et des dessins. Et dans une tribu indienne de ces régions-là, il va y avoir des dessins d'Indiens roux. Tu vois? Ouais. Et alors malheureusement, cette tribu s'est complètement éteinte parce que les Européens du 19e siècle leur ont apporté des maladies qui les ont tués. Mais l'hypothèse de travail, c'est qu'il y a eu des mélanges entre Scandinaves et Indiens, ce qui n'est absolument pas, ce qui est pas du tout impossible, puisque c'est exactement ce qu'ils faisaient partout.
ils se mariaient avec des femmes locales. Ils se mélangeaient aux populations locales. Exactement, et au fond, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas fait la même chose à cet endroit-là. Là-bas, ouais. Voilà. Et simplement, comme ils sont dans un monde dont le fonctionnement est un fonctionnement de semi-nomadisme, dans lequel il n'y a pas de ville et pas de sédentarisation, du coup, historiquement, on n'a pas les traces de sédentarisation habituelles. Donc ça, c'est une des hypothèses de travail actuelles concernant ça. Donc pour répondre à la question initiale, le plus loin où ils sont allés à l'ouest, c'est donc les environs de Terre-Neuve, et à l'est, c'est Constantinople. Donc ça fait beaucoup, hein, ça fait loin. Ouais, c'est des grandes échappées quand même. Exactement. Pour finir, pour la colonie du Groenland, l'Éric le Rouge, là, qui est cette fois condamné à l'exil définitivement, il s'installe donc avec tous ces gens qui sont venus avec lui, et la colonie qu'il va implanter là-bas, faut voir ce que c'est, hein, le Groenland, c'est vraiment, c'est aride, hein, c'est dur de vivre là-bas. Et bien, ils vont installer une colonie qui va survivre jusqu'au XVe siècle, et puis qui va disparaître du jour au lendemain. C'est-à-dire que dans l'espace de 6 mois, ils avaient des contacts réguliers avec le reste du monde par navire. Tous les 6 mois, il y avait des navires qui venaient et qui partaient faire du commerce. Donc, il y a un navire qui part, tout le monde est là, et quand il revient 6 mois plus tard, plus personne est là. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde est mort. Et ça a été un mystère pendant des années et des années pour les historiens. Et on a fini par le résoudre. En fait, c'est un petit refroidissement de quelques degrés de la température qui a complètement transformé toutes les conditions de vie. Comme ils ne mettaient pas les sols en jachère, ils n'ont plus pu faire d'agriculture, ils ont chopé des maladies, ils sont morts. Et c'est la raison pour laquelle les Vikings scandinaves ont disparu du Groenland. Une petite chute de quelques degrés de la température. Alors c'est très intéressant. Refroidissement climatique. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de faire une petite extension sur justement les raisons de cette disparition, qui sont plutôt des raisons historico-sociales, quoi. Le moment où le Groenland est colonisé correspond au moment de la christianisation des pays scandinaves. Et on va même avoir un évêché au Groenland. C'est un truc incroyable. Il y a un évêque du Groenland. Mais ce que ça veut dire derrière, c'est qu'il y a tout le poids de l'Église qui pèse sur cette colonie. Et ça va expliquer cette Église qui, en fait, condamne tout ce qui n'est pas elle. Elle va condamner les autres qui vivent là. Parce que là, je dis, ils viennent s'installer au Groenland, mais il n'y avait pas personne au Groenland. Ouais, il y avait les Inuits. Ouais. Et les Inuits, ça fait 3000 ans qu'ils vivent là. Donc les réchauffements, les refroidissements de température, ils en ont vécu. Et ils ont survécu. Et d'ailleurs, celui-là, ils y ont survécu, tu vois. Ouais. Mais pas les Scandinaves. Et en fait, la raison en est très simple. C'est que l'Église a diabolisé les Inuits, et donc, les diabolisants a interdit qu'on s'adapte à leur mode de vie. Donc, on s'habillait à l'européenne, avec de la laine, alors qu'il aurait fallu s'habiller avec de la fourrure. On mangeait pas les bonnes choses. Tu vois, on n'avait pas un mode de vie adapté au climat et à l'environnement. Ouais. Et en fait, le fait de s'être tellement projeté dans une transcendance abstraite qu'était cette Église, et qui, elle, était basée sur un monde qui était finalement l'Europe, et qui était aux antipodes des conditions de vie géologiques et climatiques du Groenland, ouais. Et ben ça a fait que la moindre variation de température a décimé tout le monde. Donc ils sont morts de mauvaise adaptation, quoi. C'est ça, exactement. Cet entretien avec Laurent a été découpé en 4 épisodes. Dans la prochaine émission, nous parlerons de leur exil en Islande, des bateaux vikings et des techniques de navigation, de la religion, de l'organisation de la société et de la musique. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. À bientôt!